Bonsoir à tous et bienvenue. Que se passe-t-il dans la capitale malienne? Selon le chef de la mutinerie débutée ce mardi à Bamako, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé sont aux mains des mutins. Pour en parler, un spécialiste des relations internationales avec nous sur le plateau. Qui d'autre connaît mieux que moi cette constitution? Le président Alassane Ouattara répond à ses détracteurs. Il estime être en droit de briguer un autre mandat, vous le verrez. Cette situation confuse et même tendue au Mali, des coups de feu entendus dans le camp de Kati ce matin près de Bamako. Certains responsables parlent d'une mutinerie. La situation qui évolue assez rapidement a conduit à l'arrestation du président Ibeka et son premier ministre Salif Yelekwe. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés mardi soir à Bamako au Mali par des militaires qui avaient pris le contrôle d'une garnison à Kati ce matin. La situation était confuse dans la capitale malienne et dans sa banlieue toute la journée. Des manifestants se sont rassemblés sur la place de l'indépendance de Bamako, épicentre de la contestation depuis juin, pour réclamer à nouveau le départ du président Boubacar Keïta. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, quant à elle, préoccupée par cette situation, avait appelé, à travers un communiqué, les militaires à regagner les casernes. Aussi, la CEDEAO appelle-t-elle les militaires à regagner sans délai leurs casernes, en demandant à toutes les parties prenantes maliennes de privilégier le dialogue pour résoudre la crise que traverse le pays. La CEDEAO rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer dans une posture républicaine. Cette mutinerie intervient alors que depuis plusieurs mois, la CEDEAO déploie des efforts de médiation dans la crise sociopolitique malienne, dans laquelle des opposants réunis au sein du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, demandent entre autres la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son premier ministre Boubou Cissé. Le M5 a refusé jeudi dernier une rencontre avec le président malien. Et pour en parler avec nous sur le plateau, Valentin Bouguing, journaliste spécialiste des relations internationales. Bonjour Valentin, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, est-ce à dire que c'est un coup d'État? Est-ce qu'on peut parler de coup d'État en tout cas? En tout cas, ça y ressemble dès lors que le président de la République et le chef du gouvernement sont aux mains des personnes, des militaires, et ne sont plus libres de leur mouvement, et bien à partir de ce moment, on peut dire que c'est un coup d'État, même si ça n'a pas été dit de cette façon par les responsables de l'arrestation du chef de l'État. À quoi devrait-on s'attendre dans les prochaines heures? Eh bien, les prochaines heures, je pense, vont être cruciales, parce que, comme vous le savez, il y a eu des appels de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, appelant donc les militaires à regagner leurs casernes pour que l'ordre constitutionnel puisse régner à nouveau. Mais il reste à savoir si cet appel sera entendu. En tout cas, les prochaines heures vont être des heures de négociations, de tractations de l'international avec les soldats qui se sont mutinés plus ou moins, et également des tractations entre les soldats et puis la classe politique qui, comme vous le savez, était en effervescence depuis un certain temps, justement pour exiger le départ du chef de l'État. Pourquoi justement ce coup de colère ce matin et cette mutinerie, si on peut l'appeler ainsi? Bon, ce coup de colère vient se greffer à une situation qui était déjà explosive, une situation sociopolitique qui était très explosive, notamment depuis le scrutin législatif contesté d'il y a quelque temps. Eh bien, des mouvements qu'on appelle, qui sont regroupés sous la bannière du mouvement du 5 juin, eh bien, exigeaient déjà des réformes profondes, en tout cas le départ du chef de l'État qui n'était pas, selon eux, négociable. Et malheureusement, les réponses attendues de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, n'ont pas été à la hauteur des attentes de la population. Il fallait s'attendre à un moment ou à un autre à une situation de ce genre. Mais comment on l'explique, là, cette mutinerie de ce matin? Est-ce à dire que le président Ibeka ne maîtrisait pas son armée? Oui, ça en a tout l'air. En tout cas, l'une des revendications donc, des mouvements en jeu au plan politique, c'était justement la mauvaise gouvernance de ce régime qui était pointé du doigt depuis pas mal de temps, bien avant donc, la situation électorale conflictuelle qui a résulté des législatives. Donc il y avait une sorte de pays naviguant un peu à vue,
avec des décisions pas toujours conformes, pas toujours en lien avec les enjeux politiques, les enjeux économiques et sociaux dans un pays qui, comme vous le savez, est traversé par une crise grave et est menacé de partition avec beaucoup de groupes terroristes qui essaiment dans le nord du pays. La mutinerie qui a par ailleurs débuté au camp de Kati, qui ne nous rappelle pas forcément de bons souvenirs. C'est également de là-bas qu'est parti le coup d'État de 2012. Est-ce anodin, selon vous? Non, ce n'est pas anodin, mais il faut dire que c'est une grande garnison, une caserne militaire qui se trouve à 15 km de la capitale Bamako. Et donc, dès lors que Kati est en effervescence, c'est Bamako qui tousse. Est-ce qu'il y a un cerveau derrière cette Pour le fronde? moment, il n'y a pas de personne de visage très connu. C'est un ensemble de jeunes soldats. Ça a tout l'air, en tout cas, d'un mouvement de colère, d'un accès de colère qui a débouché finalement sur cette situation. Et ils ne s'étaient pas forcément préparés. Ça ressemble déjà presque au coup de 2012, où c'était également des jeunes soldats de la troupe qui se sont soulevés pour chasser le président. Donc aujourd'hui, il faut craindre le même scénario, c'est-à-dire que Kati, c'est une garnison d'où tout peut partir à tout moment. Et lorsque les soldats sont unis, en tout cas le pouvoir qui est à Bamako, à 15 km de là, n'a pratiquement aucune chance. Les opposants au régime Ibeka, est-ce qu'il y a eu des réactions telles que Mamadou Diko, Mahmoud Diko? Non, pas encore. En tout cas, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas eu encore de déclarations fortes des hommes politiques en vue. Je pense que c'est une tactique aussi, c'est de laisser voir les choses, ne pas apparaître comme ceux qui seraient en dessous donc, de cette révolte. Il y a donc cette posture-là. Mais je pense que dans les heures qui suivent, en tout cas d'ici demain matin, on en saura plus parce que la classe politique sera forcément obligée de dire quelque chose, de prendre position par rapport à ce coup de force. Alors la CEDEAO, l'Union africaine, la France, les États-Unis, tous condamnent ces situations qui se passent actuellement au Mali. Est-ce que selon vous, ils arriveront à faire pression sur les militaires frondeurs? Bon, ils ne sont pas parvenus déjà à mener une médiation efficace. Bon, est-ce qu'ils vont réussir par la suite, a posteriori, à rétablir le pouvoir de M. Ibeka? J'en doute quelque peu. Je pense qu'on va se diriger vers un schéma de demande de retour à l'ordre constitutionnel, mais ce retour-là, à mon avis, se fera probablement sans Ibeka. Alors enfin, quelles conséquences pour le Mali, qui, on le sait, subit déjà des attaques djihadistes récurrentes dans le nord, si cette mutinerie se soldait par un coup d'État? Bien, c'est des conséquences dramatiques. Vous avez vu déjà ce à quoi on aboutit avec le coup de force de 2012. Ça a été une période très difficile pour le Mali parce que justement les groupes terroristes qui essaiment dans le septentrion du pays ont profité justement de ce laps de temps pour pouvoir mieux s'ancrer et pour pouvoir mieux conduire les attaques pour aller vers la partition du pays. Alors ce qu'il faut craindre également avec la situation actuelle, c'est qu'elle ne fasse le lit justement de tous ces irrédentistes, qu'il s'agisse des Touaregs à l'époque, qu'il s'agisse de toutes ces poches comme Kidal, qui sont des États dans l'État avec des complicités internationales. C'est pour ça que les interférences internationales dans le conflit ne sont pas forcément positives. Eh bien, il faut craindre donc un retour à l'incertitude, à l'impasse qui pourrait conduire à une partition de droit du Mali qui s'adosserait donc à cette partition de fait qu'on vit depuis pratiquement 8 ans. Merci beaucoup, Monsieur Valentin Abouguing. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste des relations internationales. Merci. Et puis, quelques réactions à Abidjan de ressortissants maliens suite à la mutinerie survenue ce mardi 18 août qui a conduit à l'arrestation du président Ibeka, je vous le rappelle, et son Premier ministre Boubou Cissé. Reportage. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire sont préoccupés par les derniers développements de la situation politique de leur pays. Almami Couturi à Trècheville vit en Côte d'Ivoire depuis 27 ans. Depuis ce matin, il a les yeux rivés sur l'écran de télévision et passe beaucoup de temps au téléphone à prendre les nouvelles de sa famille. La situation sociopolitique du pays n'est pas rassurante. C'est ce qui se passe au Mali. Donc, aller là où nous sommes là, vraiment, on n'est pas content parce que c'est notre pays. Aller là, la famille souffre là-bas. Quand la famille souffre là-bas, c'est nous ici, ça ne va pas. Parce que tout ce qu'on gagne, ça s'en va là-bas. Donc nous, on sait quelque chose que le Mali sorte dans cette crise-là. Notre problème actuellement, c'est ça. Camara
n'est pas sorti de chez lui aujourd'hui. Angoissé, il appelle de tous ses vœux le retour au calme. Nous sommes tous traumatisés. On ne sait pas où aller. Les présidents de l'Afrique de l'Ouest doivent se réunir pour trouver des solutions de sorte à sortir le continent africain de ces crises. Le sujet alimente les conversations de ses ressortissants du nord du Mali, qui se réjouissent du renversement du régime au pouvoir. Même pas du tout au Mali. Je viens de quitter au nord, mais ce que je vois au nord, on ne peut pas expliquer. Au nord, il y a des guerres, les gens prennent du bien des gens, il y a eu des guerres, tout ça, ça se passe. Ibeka ne parle pas. Les militaires même qui sont là, même au nord, même, ils ne sont pas sur le terrain. Il n'y a pas de solution. Donc on a besoin de quelqu'un qui va venir trouver solution pour notre pays. Je trouve que Ibeka n'a pas de solution pour le Mali. Donc s'il quitte, c'est bon. Pour ce jeune partisan du mouvement M5, mouvement politique qui manifeste dans les rues de Bamako, la capitale malienne, depuis plusieurs semaines, les militaires ont juste emboîté le pas aux manifestants. C'est une situation qui est très délicate, compte tenu que nous sommes membres de l'Union africaine et de la CEDEAO, qui n'acceptent plus de coup d'État dans notre communauté. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le peuple a vomi son président et avec plusieurs fois de tenter de l'amener à la raison pour qu'il ouvre un dialogue avec les forces vives du Mali, afin qu'ils puissent trouver une solution à la malienne, une solution apaisée. Le bras de fer entre pouvoir et opposition a plongé le pays dans l'angoisse alors qu'il était déjà fragilisé par les attaques djihadistes et les affrontements interethniques dans le nord. L'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta par les mutins fait suite à plusieurs manifestations de rue, des mouvements d'opposition et de la société civile. Recevant des chefs traditionnels, hier lundi, le président ivoirien est revenu sur sa candidature. Pour lui, contrairement aux affirmations de l'opposition, la Constitution lui permet bel et bien d'être candidat. Salif Alekwe. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a réagi lundi soir dans le débat suscité à la suite de l'annonce, le 6 août dernier, de sa candidature pour la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020. Pour lui, le chef d'État, qui était face à des populations venues de l'Est ivoirien, cette constitution autorise cet acte. La constitution ne m'interdit pas d'être candidat. Mon pays m'appelle. Ce n'est pas la première fois que je suis appelé par mon pays, par mes concitoyens. Qui suis-je pour refuser cet appel? J'ai pris cette décision pour la Côte d'Ivoire, pour mes concitoyens. Je ne voudrais pas rentrer dans ce faux débat de constitution. La constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé la constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se dire, targuer de connaître cette constitution mieux que moi? Sur les contestations en cours depuis quelques jours, à la suite de sa décision qui a entraîné des morts et des dégâts matériels, Alassane Ouattara a appelé à l'apaisement. Je lance un appel à l'apaisement. La Côte d'Ivoire, malgré les soubresauts, a connu 9 années de paix relative. Et il faut que cette paix continue jusqu'aux élections et après les élections. Depuis lundi dernier, des manifestants se réclamant de l'opposition ivoirienne protestent à Abidjan et dans plusieurs villes du pays contre la décision du président ivoirien Alassane Ouattara de se porter candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain. Et puis, à quelques semaines de la présidentielle en Côte d'Ivoire, les initiatives citoyennes pour un scrutin sans violence se multiplient. À Yopougon, des groupes de danse Woyo et des enfants ont livré des messages de paix. C'est un événement qui fait suite aux dernières manifestations sanglantes à Abidjan et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Pierre Dipomela. Des messages pour dire non à la violence, véhiculés en rythme zouglou, musique largement partagée par les Ivoiriens. C'est une initiative d'un opérateur économique qui a déjà vécu la crise ivoirienne et les conséquences sur ses activités. C'est aussi une contribution citoyenne pour faire écho du message des enfants appelant à un climat électoral apaisé. L'initiateur de l'événement, quant à lui, exhorte la jeunesse à privilégier le travail par-dessus tout et refuser la manipulation des politiques.
C'est tout juste appeler les uns et les autres, surtout les jeunes, la jeunesse de Côte d'Ivoire, à vraiment s'occuper du travail, à se mettre au travail. C'est vrai qu'il y a un temps pour faire la politique, il y a un temps aussi pour travailler. Et puis nous autres, nous avons eu la chance dans cette vie de côtoyer pas mal de grands hommes, comme je le disais tout à l'heure, les Sami Zaorou, les Kassoum Koulibaly de Korogo, les Sékou Cissé de Toulepleu, les Nifa Diaby de Daloa. Ce n'est pas le travail que ceux-là sont arrivés, c'est à la sueur de leur front. C'est ceux-là qu'on doit copier. Donc, zouglutiquement parlant, j'essaie d'attirer leur attention. Pancarte à la main, les enfants ont interpellé les politiques, mais aussi les jeunes, à plus de responsabilités afin de préserver la paix sociale. Le 13 août dernier, plusieurs manifestations, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, ont été émaillées de violences. Le village de Nouvel-Osrou, dans le département de Dabou, vient d'avoir son premier collège pour renforcer le dispositif éducatif. Une œuvre du consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Niger et fils de la région. La remise des clés s'est faite en présence du sous-préfet de Lopou, premier responsable administratif de la localité, Pierre Dipomela. Les écoliers du village Osrou dans le département de Dabou ne feront plus le long trajet jusqu'à Dabouville pour accéder au collège. Sur place, sans trop de peine, ils pourront s'inscrire en classe de 6e. C'est le sens de cette offre d'un collège par un fils du village. La remise des clés et la coupure du ruban en présence du sous-préfet de Lopou, premier responsable administratif de la localité et les chefs traditionnels. Je me suis rendu compte que les enfants de 10, 11, 12 ans qui réussissent à l'entrée en 6e sont obligés d'aller à Dabou pour chercher un tuteur. Il y a des problèmes de logement, des problèmes de survie et je pense que c'est des difficultés énormes que rencontrent ces enfants. Donc j'ai décidé de bâtir un collège ici pour que ces enfants restent auprès de leurs parents et qu'ils aient une formation de qualité. Parce que ce collège devrait à terme devenir un collège d'excellence, suivi d'un lycée d'excellence. Cet établissement secondaire dans cette localité vient non seulement de renforcer le dispositif éducatif dans le département, mais aussi soulage les parents d'élèves qui étaient contraints de trouver des foyers pour l'hébergement de leurs enfants à Dabou, à plusieurs kilomètres du village. Dans le cadre du projet de soutien à la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité de l'Afrique, 50 experts bénéficient d'une formation sur l'acquisition, l'utilisation, le traitement et l'application des données sentinelles. Ces données acquises par satellite jouent un rôle clé dans les prévisions contre les catastrophes naturelles. Catastrophes qu'on a eu à vivre cette année avec les inondations meurtrières. Nadjaïja, Aruna Zeba. Les enseignants-chercheurs impliqués dans la gestion des catastrophes naturelles de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana, du Bénin et du Burkina Faso, réunis pour une même cause, la prévention des risques d'inondation. Par visioconférence, ils ont partagé ce mardi leurs idées de télédétection pour une meilleure appropriation de données sentinelles. Cet atelier, c'était un renforcement des capacités, c'est-à-dire sur l'utilisation, le traitement, l'application des données sentinelles, qui est une aubaine de nos jours, pour pouvoir gérer les problèmes d'inondation à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. Donc nous avons le Sentinelle 1 et 2 qui peuvent servir dans la gestion des catastrophes naturelles. Nous avons Sentinelle 3 qui est plus adapté dans le domaine de l'océanographie. Et donc ce sont ces données-là, ces outils-là, ces images-là que nous essayons maintenant d'utiliser et mieux coupler cela à l'utilisation des plateformes. Des travaux initiés dans le cadre du projet sur les services de surveillance et d'évaluation des inondations à différentes échelles pour l'Afrique de l'Ouest. Premier bénéficiaire de ce projet, la population. L'application des résultats au terme de ces échanges permettra une meilleure sécurisation des personnes en cas de catastrophe. La fin de tout ce qui est comme système d'information géographique aboutit à ce que l'on appelle un outil d'aide à décision. Donc à la fin de cette formation, ces apprenants seront capables d'élaborer des outils d'aide à décision orientés vers les inondations. On a un peu vécu ce qui s'est passé dans le mois de juin au niveau d'Abidjan, mais avec des images, je pense qu'on peut utiliser cela et puis cartographier les zones inondables
en vue d'avertir, pour dire ceux qui occupent ces zones-là sont dans des zones dangereuses, alors il serait intéressant qu'on puisse les déplacer. La formation s'étend sur 2 jours et permettra le renforcement des capacités de 50 experts dans les 5 pays concernés. Des jeunes Ivoiriens se mobilisent pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. À travers le mouvement Une autre Côte d'Ivoire est possible, ils étaient réunis par milliers afin d'exprimer leur vision pour une Côte d'Ivoire rassemblée et rayonnante. Nadja Elja. C'est à Trècheville que se sont donnés rendez-vous ces mouvements de jeunes réunis dans la plateforme dénommée Une autre Côte d'Ivoire est possible. Dans leur message, des sensibilisations pour un processus électoral sans violence. Pour eux, élection présidentielle ne devrait en aucun cas rimer avec effusion de sang. En toute chose, ça ne sert à rien de recourir aux armes, à la violence. Il suffit de s'asseoir, même si on doit partager un gâteau, un petit gâteau, mais que plusieurs ont faim, on peut trouver une solution, une alternative. Les élections doivent être démocratiques, elles doivent être inclusives. Voilà, c'est pas une élection, c'est pas la fin du monde. On peut perdre les élections et apprendre par son expérience. Comme on peut gagner en matière d'élection, nous pensons que c'est le projet de société qui doit guider les électeurs. Nous lançons cet appel aux jeunes pour lui dire que ce n'est plus un débat ethnique religieux, non. Il faut dépasser ce cas de compétence voilà, pour regarder le projet. Qu'est-ce que l'Ora nous propose? Le secret pour y arriver, selon la plateforme, instaurer une réelle démocratie et ouvrir le jeu politique à une nouvelle génération. La tendance des élections, c'est très important pour nous parce que depuis ces 30 dernières années, nous avons constaté que nous avons à la tête de ce pays les mêmes personnes qui se remplacent et nous n'avons pas encore pu obtenir ce vœu cher d'union, de paix et on va dire d'entente entre les peuples. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous avons déjà essayé toutes les options qui nous étaient proposées. Il est temps d'aller vers d'autres alternatives et de ce sens, nous pensons, en tant que jeunes de la société civile, en tant que jeunes ivoiriens, ne faisant pas partie notamment de ces groupes existants, nous pensons que nous avons aussi notre mot à dire quant au choix de notre destin. Avant de clore cette rencontre, ils ont manifesté leur volonté de voir Tidjane Thiam, ex-ministre du Plan sous le président Bédié, se porter candidat pour la prochaine élection. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.